Bonjour à tous. En faisant des recherches pour une autre vidéo, je suis tombée sur un article qui m'a interpellée. Foster Girlfriend. De quoi s'agit-il et comment éviter de tomber dans le piège? Vous avez tout sacrifié pour lui, vous l'avez guéri et rendu meilleur. Et pour vous remercier, il n'a rien trouvé de mieux que de vous quitter pour convoler avec une autre. Pas de doute, vous avez été sa Foster Girlfriend. Encore une fois, les femmes sont des victimes. On trouve tous les noms possibles et inimaginables pour décrire encore et toujours les comportements des méchants garçons qui nous abandonnent sans jamais se trouver de responsabilité. Les femmes ne comprennent pas qu'elles se font quitter exactement pour ces raisons. Elles se sacrifient, elles pensent devoir guérir les hommes, elles font de leur mission de les rendre meilleurs et elles attendent des remerciements. C'est exactement ce qui fait fuir les hommes. Et je vais détailler avec vous les comportements à ne pas avoir. Ce qui est intéressant à relever dans cet article, c'est le vocabulaire utilisé. Quand une personne nous dit qu'elle a tout sacrifié pour nous, cela sous-entend qu'elle n'avait pas son mot à dire, qu'elle n'avait pas le choix. Or, dans une relation saine, fort heureusement que nous avons le choix. Nous avons même la responsabilité d'accepter ou de ne pas accepter ce que l'autre attend de nous. Chacun évalue la légitimité du sacrifice qu'il fait, indique la psychologue. Le sacrifice est relié au sacré par l'étymologie, mais pas seulement. On sacrifie pour une cause ou une idée que l'on juge supérieure. C'est le cas dans la religion ou encore du parent qui fait table rase de ses désirs personnels et de ses nuits au service d'une cause supérieure, en l'occurrence assurer la survie de son enfant, explique la psychanalyse. C'est là le sens positif du sacrifice. Mais cette démarche peut être aussi liée à la recherche d'affection ou d'une meilleure estime de soi, auquel cas le sujet se sacrifie pour inconsciemment obtenir une contrepartie. Enfin, troisième cas de figure, on fait preuve d'abnégation afin de donner un sens à sa vie. Le sacrifice nous sert alors de socle pour vivre. Le risque est de le faire par mésestime de soi plus que par amour de l'autre et d'être dans la dépendance affective. Dans le livre Vaincre la dépendance affective, nous pouvons y trouver une définition claire et précise de cette pathologie. L'autre, totalement idéalisé, n'est pas aimé tel qu'il est. Il n'est finalement qu'un outil, un fournisseur de drogue, un dealer de marques d'amour. Un moyen pour apaiser la détresse et le désamour de soi. Il est bien évident qu'aucune relation ne peut croître et embellir sur un terreau de cette sorte. Les patients dépendants affectifs pathologiques sont narcissiques, c'est-à-dire, sans en être conscients, constamment en recherche de marques de reconnaissance et d'approbation qui les rassureraient sur leur valeur, ce qui pourrait leur permettre de faire naître une ébauche d'estime de soi. Pourtant, ils payent très cher cette pathologie du lien, dans la mesure où aucun attachement durable ne peut survivre à une telle obsession. Quant aux nombreux sacrifices auxquels ils consentent pour tenter de se faire aimer, ils finissent évidemment par générer de la colère, de la rancune contre ces autres qui, tout bien considérés, ne savent pas les apprécier à leur juste valeur, car la pathologie du lien découle directement d'une certitude, le sentiment de valeur personnelle et le bonheur ne peuvent advenir que de l'extérieur. Aider les autres peut être très noble, si tant est que les autres en aient besoin, que les autres aient exprimé en avoir le besoin, et que l'on soit la bonne personne pour ce faire. Mais dans une relation saine, il n'y a pas de rapport médecin à patient. L'entraide se fait à deux. Mais surtout, cette attente d'amour en retour n'est généralement pas formulée de la part du sauveur, et voire même prise pour acquise, ce qui explique pourquoi le sauveur finit toujours par être déçu. La copine adoptive essaie d'aider les hommes qu'elle fréquente à ne plus avoir peur de l'engagement, alors que ce sont elles qui en ont le plus peur. Sauver les autres à défaut de pouvoir se sauver soi-même. Tel est le mantra de ceux qui ressentent le besoin quasi épidermique de régler les soucis des autres avant les leurs, quitte à s'oublier et à se donner corps et âme à ceux qui les entourent. En amour, c'est celle qui s'enquête à guérir un homme de ses addictions ou de son incapacité à s'engager, persuadée que c'est elle qui le fera changer. Certaines femmes auront tendance à se mettre elles-mêmes dans la position de la mère pour avoir l'impression de garder le contrôle. La peur de l'abandon universel se manifeste beaucoup chez celles qui maternent. Elle se rend indispensable, elle attend tout de l'autre comme si cet autre avait les clés de son être et de son bien-être.
Ce peut être la femme soumise et aux petits soins qui vaut une admiration sans borne à son conjoint. En maternant un homme, la femme se comporte avec lui comme elle souhaiterait qu'il se comporte avec elle. S'il vit aussi à travers elle, elle n'a pas besoin de s'attarder sur ses manques, ni de constater qu'elle est mal avec elle-même. Certaines femmes ne réalisent pas elles-mêmes qu'en faisant cela, la relation n'est plus une relation de désir, de complicité entre les partenaires, et que lorsque l'on commence à tout faire pour se rassurer de sa propre valeur, on se condamne soi-même à toujours tout faire. Les copines adoptives rêvent d'être cette femme spéciale qui a réussi à débloquer les blocages émotionnels des hommes qui avaient peur de l'engagement, celles qui ont réussi à garder un homme contrairement à toutes celles qui ont échoué. Elles font tout pour convaincre cet homme de changer d'avis sur elle-même, mais au point de ne pas être authentiques. Elles vont désespérément essayer de se différencier, être mieux que les autres pour garder leur place, bien au chaud, et parvenir à ne plus avoir peur de perdre l'autre. Car elles ont peur d'être abandonnées par des hommes qu'elles ne connaissent finalement pas, car en plus de n'être concentrées que sur elles-mêmes, elles projettent leurs désirs sur les hommes et tombent amoureuses d'une idée. Mais parfois, l'idéalisation peut causer de graves torts. Lorsque la réalité le rattrape, l'individu tombe de haut et se fait mal. L'idéalisation a été trop forte. Des insatisfactions, des conflits et des doutes apparaissent. La réalité devient décevante. L'idéalisation n'est plus possible. Et l'idéaliste passe du tout au rien. Les sentiments sont fragilisés et l'attirance diminue. La désillusion vient détruire une relation qui, en fait, était imaginaire. Et l'idéaliste se demande tout à coup comment ai-je pu être aussi aveugle. Au plus l'idéalisation a été grande, au plus la désillusion et la douleur sont grandes. Le couple finit alors souvent par rompre ou tombe dans des rapports de haine et de dépendance. L'idéalisation pathologique est motivée par le besoin vital. L'objet idéalisé sert de prothèse narcissique pour masquer les manques. L'idéalisation est alors un aveuglement, un refus de voir la réalité. L'idéaliste ne parvient plus à vivre sans l'objet qui l'idéalise. Sans cet objet, son existence n'a plus de sens. L'objet idéalisé doit apporter un remède à toutes les souffrances. Si tout à coup l'objet idéalisé ne remplit plus ce rôle, l'identité de la personne est brisée. On assume très rarement notre responsabilité dans la création de l'image que l'on s'est faite d'une personne ne correspondant pas à la réalité. Il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est la projection de ses propres défauts sur les autres. Tout ce qui te dérange chez les autres, c'est seulement une projection de ce que tu n'as pas résolu en toi-même. Deux options s'offrent alors à moi. La première serait de me poser en victime d'une vie peu clémente, avec le risque que la leçon me soit resservie jusqu'à ce que je la comprenne. L'autre option est celle de la responsabilisation, de me demander quelle est la part là-dedans qui m'appartient, sur laquelle il m'est possible de travailler. Le réel souci de la copine adoptive, même je dirais de beaucoup de femmes, c'est qu'elle n'est jamais elle-même. Elle ne s'autorise pas à devenir qui elle est, parce qu'elle est mal dans sa peau et elle est perdue. Mais par contre, elle sait très bien se vendre. Elle se vend même mieux qu'elle n'est en réalité. Mais il n'est pas évident de rester fidèle au portrait de cette femme forte et indépendante qu'elle essaie de véhiculer. Les hommes se rendent compte, au bout d'un moment, que cette femme indépendante ne l'est pas tellement et aspire de plus en plus à une relation fusionnelle. Il y a donc un gros décalage entre les discours, les principes, les valeurs et les actions de la copine adoptive. Plus le temps passe, plus elle est incapable de rester seule avec elle-même, car elle a peur de ses propres émotions, de son propre vide. Elle essaie de sauver les autres quand elle a plus besoin d'être sauvée elle-même. Et cette quête permanente de validation est un exercice obligé pour ne pas sombrer dans la dépression et dans la folie. Elle se condamne à porter le masque de la séduction, qui n'est pas son vrai visage. Son vrai et seul visage est celui de la tristesse, de la jalousie, de la haine et de la colère refoulée. Sa vie de tous les jours est triste, car elle est souvent en manque de ressources narcissiques pour maintenir son équilibre. Et il n'est pas rare que son mal-être se manifeste à travers de nombreuses maladies psychosomatiques. L'amour est un échange consenti. Lorsque l'on donne à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas demandé, quelque chose qui vous aide vous plutôt que réellement aider l'autre,
ce n'est pas de l'amour. Cela devient plus grave quand vous devez payer une faveur en supportant la maltraitance ou la violence de celui ou celle qui vous l'a faite. Il est fréquent que des personnes agressives et contestataires soient généreuses avec les autres. Elles vous font une faveur, puis elles se fâchent, explosent ou deviennent hystériques. Si vous ne dites rien, tout va bien. Mais si vous dites quelque chose, elles vous renvoient à la figure la faveur qu'elles vous ont rendue, et elles le font en toute impunité. Même l'abus sexuel est parfois établi sur une chaîne de faveurs. Il est également fréquent de voir que les faveurs rendues et non rendues fassent partie du discours de ceux qui se victimisent. Il s'agit de l'un des traits habituels de ceux qui se font eux-mêmes pitié. Et elles tiennent un long inventaire où elles notent tout ce qu'elles ont fait pour les autres. Et bien qu'évidemment, de tous les détails des occasions au cours desquelles leurs multiples faveurs n'ont pas été rendues, cela les aide à soutenir leur sophisme basique et elles sont victimes des autres. Certaines femmes veulent tellement prouver qu'elles sont dignes d'amour qu'en essayant de faire en sorte que les hommes tombent amoureux d'elles, elles essaient de s'aimer elles-mêmes au passage. Si bien qu'elles attendent une contrepartie pour quelque chose qui ne sert que leurs propres intérêts à elles. Les hommes fuient ce genre de relation car ils ont envie d'être aimés comme ils sont. Mais certaines femmes sont tellement focalisées à essayer de faire en sorte qu'un homme tombe amoureux qu'elles font l'inverse. En chemin, elles ne font même pas réellement connaissance avec leur partenaire. Un homme est capable de rester avec une femme jolie et instable juste pour s'amuser. Et quand il dit qu'il n'est pas prêt à s'engager, les femmes croient que c'est dû à un blocage émotionnel. Alors que parfois, pour certains, c'est juste une excuse facile qui ne blesse pas trop. Une manière de dire que vous n'êtes pas la bonne, mais que ce n'est pas de votre faute. Elle se concentre donc sur le blocage émotionnel des hommes, alors qu'à la base, s'ils ne sont pas prêts à s'engager avec elles, c'est justement parce qu'elles sont instables. Retenez bien ceci, au lieu de vouloir tout faire pour aider les autres, toujours s'aider soi-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'en profite pour vous prévenir. Malheureusement, je ne publierai peut-être pas autant de vidéos qu'à mon habitude, car je suis actuellement en train de travailler sur d'autres projets. Mais ne vous en faites pas, je continuerai de créer du contenu pour vous. Merci encore et à très bientôt.